Il disait toujours qu'il voulait peindre les couleurs, le reflet du paradis. Et ça résume, je crois, toute son œuvre, les couleurs du paradis. Et moi, je dirais qu'il recherchait la paix sur terre. Oui. D'ailleurs, son œuvre, c'est le message qu'il nous transmet, un message de paix et de bonheur et de beauté. Sens de la visite. Le monde de l'art dans vos oreilles. Saison 5. Épisode 58. Le monde selon Jean Hugo. En collaboration avec le musée Fabre de Montpellier et le musée Paul Valéry à Sète. Pendant tout l'été 2024, les musées Fabre à Montpellier et Paul Valéry à Sète ont décidé de s'associer pour rendre hommage à l'artiste Jean Hugo. 2 expositions qui se complètent pour faire découvrir toute l'immensité et la richesse de l'œuvre de cet artiste qui fut tour à tour décorateur de théâtre, illustrateur, peintre, poète et écrivain. Jean Hugo naît en 1894. Il commence sa carrière d'artiste au sortir de la Première Guerre mondiale, fréquente toutes les avant-gardes artistiques pendant les années folles, et puis se retire à la campagne pour peindre et écrire jusqu'à sa disparition en 1984. Autodidacte, observateur, délicat, sensible, Jean Hugo avait beaucoup de talent, mais pas celui de se mettre en avant. Malgré plus de 1000 peintures, 300 dessins, plus d'une 50aine de mises en scène de théâtre et des collaborations avec les plus grands artistes de son temps, on l'a surnommé un jour le célèbre méconnu. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il s'appelle Jean Hugo, et son arrière-grand-père n'est autre que Victor Hugo. Un nom de famille qui n'aide pas à se faire son propre nom quand on embrasse la carrière d'artiste. Et justement, malgré cet héritage prestigieux, c'était un homme humble, discret et modeste. D'ailleurs, Picasso, qui paraissait lui un peu moins encombré par ce type de qualité, lui disait régulièrement « Mon cher Jean, tu ne travailles pas assez à ta gloire. » Et effectivement, sa gloire ne fut pas le premier de ses soucis. Quand à la fin des années 20, alors qu'il travaille régulièrement et qu'il baigne dans le tout Paris mondain et culturel, il décide de se retirer, en plein cœur du Languedoc, dans le petit village de Lunel. Là-bas, il investit un domaine viticole, le Mas de Fourques, hérité de sa grand-mère. Au milieu des pins, des vignes et des figuiers, il va vivre une vie qui lui ressemble, entre peinture, famille et contemplation de la nature. Et jusqu'à sa disparition en 1984, à 90 ans, il ne quittera plus cette terre qu'il aimait peindre et parcourir chaque jour à pied. Les 2 expositions de Sète et de Montpellier, qui lui rendent aujourd'hui hommage, offrent aux visiteurs une plongée dans l'œuvre et la vie de ce personnage attachant. Et au travers des peintures, des photos et des archives présentées, il nous semble presque l'avoir connu. Ce sentiment de familiarité avec l'artiste, c'est le tour de force réussi par celles et ceux qui ont pensé et conçu cette rétrospective. Les commissaires d'exposition, bien sûr, la scénographe qui a dessiné le parcours, mais aussi les enfants de Jean Hugo. Ils sont 7 et ils ont contribué par leur collection et leur implication à ce que son œuvre soit aujourd'hui accessible au plus grand nombre. En fait, moi, j'ai rencontré Jean Hugo d'abord par ma maman, qui est une grande lectrice de journaux et de correspondances. Florence Udovix, conservatrice en chef du patrimoine au musée Fabre de Montpellier et co-commissaire de l'exposition Jean Hugo, le regard magique. Elle a découvert au début des années 2000 les carnets de Jean Hugo, puis ensuite elle a lu Le regard de la mémoire. Et Le regard de la mémoire, en fait, c'est le premier tome des souvenirs qu'il raconte à la fin des années 70. Et il a rencontré des gens incroyables qu'il décrit avec beaucoup de justesse et puis beaucoup d'humour aussi. Il a aussi parlé de l'époque, notamment des années folles. C'est vraiment un témoignage incroyable. Et puis, comme le sujet m'intéressait, j'ai relu Le regard de la mémoire vraiment de manière assez intense. Et je me suis rendu compte combien longtemps on a présenté Jean Hugo un peu comme un artiste singulier, original par sa peinture, par ses obsessions, par ce qu'il représente, un peu énigmatique, un peu étrange. Quelqu'un qu'on n'arrivait pas trop à caser quelque part. Alors qu'en réalité, c'était quelqu'un de très sociable. Il a collaboré avec de nombreux artistes, il a eu des partenariats artistiques extrêmement fondateurs. Et puis, il a quand même cette espèce d'enchantement du monde. En tout cas, il représente un monde qu'on n'imagine pas comme ça, pour le dire vite. Et il nous a plu de jouer sur ce regard magique, qui est à la fois un regard qui enchante le monde, mais aussi à travers ce regard, il nous produit le monde intérieur qu'il habite. Et donc, on a opté pour Jean Hugo, le regard magique. Jean Hugo, c'est une personnalité très attachante. C'est un filtre dans la perception de son travail. Stéphane Tarou, directeur du musée Paul Valéry à Sète et co-commissaire de l'exposition Entre ciel et terre.
Jean Hugo, c'est un peintre, mais c'est aussi un écrivain. Dans le regard de la mémoire ou dans les carnets, il se révèle. Et ce que l'on voit, c'est un personnage, non seulement d'une grande sensibilité, mais aussi d'une élégance qui se mêle avec une humilité qui en fait un personnage qui inspire la sympathie. Ensuite, c'est un artiste qui est d'une délicatesse, d'une sensibilité dans la manière dont il représente la nature ou les êtres qui est absolument unique. Donc, ce n'est pas un peintre qui s'impose par la grandeur, c'est un peintre qui s'impose par la familiarité, par le contact qu'il sait établir entre le regardeur et puis le spectateur. Et ça, c'est vraiment unique. Ce que j'ai ressenti, c'est une profonde émotion. Très, très émouvant de voir l'œuvre de mon père dans un grand musée de province et reconnue et puis présentée d'une manière aussi éclatante. En fait, c'est extraordinaire le travail qui a été fait. Jean-Baptiste Hugo, un des 7 enfants de l'artiste, est directeur artistique de l'association Les Amis de Jean Hugo. Enfin, il trouve sa place dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Même si profondément je savais que c'était un grand peintre. Mais c'était un homme extrêmement discret et très, très humble. Mais je sais qu'il a souffert quand même de ne pas être reconnu plus qu'il ne l'était. Parce qu'on ne peint pas pour la gloire. On peint d'abord parce que c'est une nécessité intérieure. Mais quand même, on a besoin d'être reconnu. Je pense qu'il doit être content parce qu'on s'est occupé de sa gloire. À Montpellier, à Sète et à Lunel. La première fois que je suis venue, c'était juste avant le vernissage et j'étais très très émue, très émue. Adèle Hugo, artiste peintre et 4e fille de Jean Hugo. Parce que cette exposition, c'est un livre ouvert sur toute la vie de mon père, de sa naissance jusqu'à son mariage avec ma mère. Et c'est absolument magnifique. Et à la fin de l'exposition, on voit un film où nous sommes, nous, avec mes parents, et les enfants dans le jardin à Fourques. Et on entend la voix de mon père. Et ça, c'est vraiment très, très émouvant. J'avais les larmes aux yeux. Et je suis revenue voir l'exposition avec un de mes amis qui m'a dit « Mais non, mais Adèle, c'est formidable. Tu as une chance inouïe d'entendre la voix de ton père 40 ans après sa mort. » Donc c'est vrai que ça m'a quelque part réjoui. C'est magnifique. Plus il y a de silence, plus je suis content. J'essaye le plus possible de préserver ma tranquillité en ne lisant jamais un journal, en n'ayant ni radio ni rien. Mais je ne crois pas que vivre vite rende la vie plus aisée. Je ne vois pas que, par exemple, un peintre ou un écrivain puisse maintenant faire une œuvre plus grande, plus importante, avec les moyens rapides. On le voit là, juste en face de nous, là, il est jeune. Ah oui, quand on voit ces photos agrandies comme ça, de papa, c'est très très émouvant, c'est superbe. Hein, de le voir ainsi, son regard est comme le titre de l'exposition, magique, son regard est vraiment magique. Il avait un regard exceptionnel, très beau. Avec cette rétrospective à Montpellier et à Sète, l'œuvre de Jean Hugo est à découvrir en 2 parties. Au musée Fabre d'abord, l'exposition Jean Hugo, le regard magique, présente les débuts de l'artiste et sa création jusqu'en 1945, et au musée Paul Valéry de Sète, l'expo Entre ciel et terre donne à voir un ensemble d'œuvres autour du paysage, élément central de sa peinture après la Deuxième Guerre mondiale. Retour maintenant sur sa généalogie avec Florence Udovics, co-commissaire de l'exposition au musée Fabre. Jean Hugo est bien l'arrière-petit-fils de Victor Hugo. Je dois dire que même quand on dit ça, je pense que c'est assez abstrait pour les gens. C'est un peu la raison pour laquelle on a tenu à ce que le portrait iconique de Victor Hugo fasse l'introduction de l'exposition. On découvre vraiment le portrait officiel qui est encore dans le Larousse, peint par Léon Bonnat. Et là, on voit Victor Hugo. Alors on se dit, quand même. Donc ça, c'est le côté Hugo. Donc vraiment déjà, voilà, des peintres, des écrivains. Victor Hugo aussi était, on le sait, artiste. Hein, il a fait des encres incroyables qu'on montre aussi dans l'expo. Mais il y a aussi le côté maternel, qui étaient les Ménard d'Orient, très grande famille, à la fois de Franche-Comté, mais aussi du Midi, puisque son grand-père était député de l'Hérault.
Et c'est la raison pour laquelle il a hérité du Mas de Fourques, dans lesquels les enfants vivent toujours. Et donc, vraiment des deux côtés, une très grande famille. Son père est Georges Hugo et sa maman est Pauline Ménard-Dorian, donc la fille d'Aline Ménard-Dorian. Aline Ménard-Dorian, ça a été une des plus grandes femmes de la fin du 19e siècle, qui tenait salon, qui est un personnage incroyable, qui donc recevait dans son hôtel particulier du 16e arrondissement de l'Ouest parisien Clémenceau, Zola, Manet, Renoir. Ils étaient tous les deux très républicains avec son mari. Mais les parents de Jean Hugo se sont séparés alors qu'il était très jeune. Il avait 4 ans. Ça a été un divorce extrêmement douloureux. Il a eu cette douleur très profonde. Et d'ailleurs, dans le regard de la mémoire, il dit « J'ai eu une enfance malheureuse ». Il a retrouvé son père alors qu'il avait 17 ans, juste à la veille de la Première Guerre mondiale. Et du coup, c'est surtout la famille maternelle qui s'est occupée de lui. Il a vécu à la fois dans un collège anglo-saxon, il avait un précepteur dans le Midi, il était au lycée à Paris. Enfin bon, une enfance assez hors du commun. Et avec, où qu'il aille, des murs entièrement tapissés de peinture. Donc, c'est aussi pour revenir peut-être sur le caractère autodidacte. Certes, il n'a pas eu de formation académique, mais il a vécu dans des musées, en fait, où la peinture était quelque chose d'immédiat. Enfin, on parlait comme dans un livre, on récitait des poèmes, on devait être toujours bien mis. Donc il y a une espèce de bain culturel qui est hors du commun. Voilà, donc il a été certes autodidacte, mais aussi quand même porté par cet environnement familial, néanmoins non dénué de blessures affectives. Très jeune, il s'imprègne des tableaux de la collection de sa grand-mère. Adèle Hugo. Qui avait des Manet, des Renoir, des Forain. Tout ça fait partie de son quotidien. Et très jeune, il va beaucoup dans les musées, partout à Paris et ailleurs. Et ses artistes préférés sont Piero della Francesca, Fra Angelico, Poussin, Roger de la Fresnaye, qu'il connaissait bien. Ingres aussi, et il admirait le métier patient et méticuleux, très méticuleux des maîtres gothiques. On peut le retrouver, cette manière de travailler, dans ses petites gouaches. Il avait des très grosses mains, papa, et il peignait des toutes petites gouaches, c'était très fin, tout ça. Et on retrouve ce qu'il admirait quand il dit le travail patient et méticuleux des maîtres gothiques, ça c'est formidable, hein. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes entré dans l'exposition ? J'ai presque fondu en larmes, et encore aujourd'hui, parce qu'il y a des photographies agrandies de papa partout, et voilà, puis c'est toute sa vie qui est là, qui se déroule sur les murs, donc c'est très émouvant. Marie Hugo, artiste peintre et cadette des enfants Hugo. Il attachait beaucoup d'importance à la beauté, et la beauté dans tout, dans sa façon de vivre, dans sa façon de voir, dans sa façon de peindre. Là, on est assis au centre de l'exposition, dans la rotonde, et on est face à un tableau. Oui, c'est le plus grand tableau dans l'exposition. Il l'a peint pour moi, et il est dans mon entrée à la maison. Ça représente la garrigue et le pic Saint-Loup au fond. Il y a des centaures, il y a des femmes qui cueillent de l'herbe, sans doute pour leur lapin. Et il y a une licorne qui s'agenouille et qui salue une jeune femme. Les couleurs sont roses et bleues et l'utilisation de l'espace est magnifique. Il fait 2 mètres sur 3 et c'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur la campagne. Et personnellement, mais je sais que d'autres personnes aussi, quand elles sont bien imprégnées de l'œuvre de Jean Hugo, quand elles voient un paysage, elles le voient comme lui. Donc elles voient des tableaux partout et ça c'est tellement précieux, c'est un cadeau fantastique. Ah oui, vous voulez dire qu'une fois qu'on a vu par exemple un paysage de Jean Hugo quelque part, de nouveau dans cette nature, oui, on peut être influencé par le regard de Jean Hugo. Vous le verrez à travers sa façon de voir. C'est fantastique, c'est une joie de vivre avec ça. Il offre un regard magique au monde. Exactement. C'est comme une lunette magique. En fait, sa carrière artistique débute véritablement avec la rupture que représente la Première Guerre mondiale. Il a 20 ans en 14 et donc il doit faire son service militaire. Il part un petit peu comme tous les jeunes à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout qu'ils partent dans une des premières guerres mondiales.
Et il se retrouve dans un univers complètement autre, la guerre, complètement sidérante, incroyable, où on ne sait parfois même pas où est le front, on voit les gens tomber autour de soi, on est englué dans la boue, dans les fameuses tranchées de Verdun, et on ne sait pas où ça se passe, on ne voit pas l'ennemi, en fait, la mort tombe du ciel, et parfois on est comme un miraculé, c'est ce qu'il raconte, enfin c'est complètement sidérant, donc cette première expérience de la mort, d'une violence totale, et aussi beaucoup d'ennui. Parce qu'il y a des moments où on fait rien, en fait, on a juste son carnet, et puis on attend que ça se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est là qu'il va, je pense, développer cette capacité incroyable qu'il a de dessin. En fait, très vite, on sent qu'il a un dessin très fulgurant, un trait synthétique. Donc ça va être, il va dessiner son ordonnance, le soldat qui est à côté de lui, il va dessiner les paysages qu'il voit, il va dessiner une maison déchiquetée, il va dessiner donc des carnets de guerre, en fait, qui sont vraiment un témoignage d'une préciosité et d'une rareté totale, où est exprimée de manière immédiate l'horreur de la guerre, son abstraction, sa beauté parfois, improbable, en tout cas sa poésie. Et je pense que c'est là qu'il se découvre ce talent. Mais il se trouve que pendant ses permissions, il va rencontrer celle qui va devenir sa première femme, Valentine Gross-Hugo, qui va lui faire découvrir le monde des avant-gardes artistiques. C'est là que son talent va se révéler. Parce qu'un jour, en 1916, Jean Cocteau lui écrit « J'ai vu chez Valentine, j'ai vu vos dessins, ils sont incroyables de talent ». Et Valentine va vraiment le porter. Et ils vont avoir un travail collectif tous les deux, qui véritablement, avec Jean Cocteau, avec vraiment toutes ces avant-gardes, Apollinaire, Picasso est là. Ils vont d'ailleurs, la première visite juste avant le mariage, c'est à Picasso. Et donc c'est comme ça qu'il dit lui-même, ma grand-mère me voyait devenir diplomate ou haut fonctionnaire, j'étais attirée par un autre destin. Et c'est ainsi, c'est vraiment cette expérience incroyable et cette rupture de la Première Guerre mondiale qui le fait artiste. Et il commence en fait par faire des gouaches dans les années 20-21 pour exercer son talent, mais sans véritablement le communiquer. Et c'est vraiment avec Jean Cocteau qu'il va commencer ce travail collectif qui va être le sien de décorateur de ballet, de théâtre et de bal mondain de l'entre-deux-guerres, enfin des années qu'on appellera folles. C'est là véritablement qu'il commet ses premiers dessins pour les costumes, pour les décors, pour les costumes surtout en 1921, pour les mariés de la Tour Eiffel, une pièce de Jean Cocteau. Et vraiment, pendant 6 ou 7 ans, en fait, jusque dans les années 27-28, il est extrêmement demandé par les ballets suédois, par les soirées de Paris, avec toute cette envie de poésie qui existe dans cette union des arts qui se produit pendant les années folles. Il hérite donc du mas de sa grand-mère en 1929. Jean-Baptiste Hugo. Ce mas, il est venu parce que à Paris, donc toutes les années 20, il a été décorateur de théâtre, illustrateur de livres et il a fait les arts décoratifs. Mais il savait qu'il était peintre, il voulait peindre. Il voulait vraiment peindre et puis ça correspondait aussi à son départ de Paris, aussi à sa quête spirituelle. Il voulait se retirer, en fait, puisqu'il a été baptisé en 1931 dans l'église catholique. Mais pourquoi est-il venu dans le Midi alors que c'était un homme du Nord? Il a été éduqué à Guernesey, il adorait la Bretagne, il aimait l'océan. Et en regardant certaines œuvres, on comprend qu'il a été quand même très attiré, très inspiré par le paysage qu'il connaissait ici, justement, qui était Lunel. Lunel était une ville entourée de vignes. Au nord, les vignes, au sud, les lagunes et le littoral. Donc, il savait exactement ce qu'il allait trouver ici. Il allait trouver le motif, le sujet de sa peinture, la paysannerie. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'il est venu. Mais avec son installation au Mas de Fourques en 1930, c'est toute une autre vie qui commence. Là, vraiment, il a un atelier, pour la première fois, puisqu'à Paris, il peignait dans son appartement. Mais là, pour la première fois, il a un atelier, donc il commence des œuvres plus importantes en taille déjà. Et puis, 20 ans plus tard, il rencontre notre mère en 48, et là, il fonde une famille. Il s'est retiré de la vie, mais il a créé cette vie au Mas de Fourques, entre peinture, famille, agriculture et puis littérature. Comment vous décririez le Mas de Fourques
à quelqu'un qui ne le connaît pas? C'est une grande propriété, un mas typique du Languedoc, qui est en U, avec un portail qui ferme le U. Marie Hugo. Et donc il y a la cour, les caves d'un côté, les écuries, les bergeries de l'autre. Et derrière la maison, il y a un grand parc avec des cèdres et des pins qui ont toujours été là. Mais c'est très traditionnel du Languedoc. Et dans mon enfance, c'était une vraie ferme. Mes parents faisaient du vin et il y avait des pressoirs dans la cour ou des tonneaux que les ouvriers nettoyaient au moment des vendanges. Il y avait un tas de fumier aussi, auquel papa tenait beaucoup. Les poules les picoraient dessus. On avait un troupeau, des chevaux, des cochons, des poules. Il y avait un potager, papa avait des ruches. Donc c'était une vie très bucolique. Néanmoins, ses amis avec lesquels il avait des relations suivies à Paris se mettent à le considérer comme un provincial. Stéphane Tarou, directeur du musée Paul Valéry. Ce n'est pas quelque chose que lui recherchait, mais c'est le cas. Il raconte dans le regard de la mémoire un repas avec Morand, Paul Morand, qui ne l'écoute plus que d'une oreille distraite. Comme si, Jean Hugo n'était plus au centre des choses. Donc c'est un recentrement sur soi, mais un décentrement aussi par rapport aux autres. Ça, ce n'est pas sans conséquence, évidemment, sur la suite de sa carrière et sur l'isolement progressif qui va être le sien. C'est un artiste qui a suivi un cheminement très personnel, très singulier. Il a presque en autarcie, je dirais à un moment donné, suivi sa propre voie. Jean Hugo, on se rend compte que c'était un peu un touche-à-tout autodidacte. Il est peintre, il est décorateur de théâtre, écrivain, poète. Maude Martineau, scénographe des 2 expositions au musée Fabre et au musée Paul Valéry. Donc en termes d'œuvres et d'exposition d'œuvres, on va avoir des choses de nature très différentes à exposer dans un même espace. Des dessins, des carnets, des manuscrits, des maquettes de décors de théâtre en volume, des costumes peints. On a aussi des mobiliers qu'il a décorés et évidemment des peintures. Et la deuxième attente, c'était aussi de trouver une mise en scène qui embarque le visiteur dans un récit, qui mêle contexte historique et culturel de l'époque, par notamment la présence dans l'exposition d'œuvres d'artistes que Jean Hugo a côtoyés, comme Pablo Picasso, Roger de la Fresnaye, Valentine Hugo, Henri Rousseau, qui ont été déterminantes dans son parcours artistique. Donc, pour raconter dans l'espace ce double discours, le plan s'est organisé autour de cette rotonde centrale, depuis laquelle rayonne le parcours. Donc, une fois qu'il est au centre de cette rotonde, le visiteur il est assez libre en fait de déambuler à sa guise dans cette chronologie et dans tous ces mondes. En 1921, Jean Cocteau demande à Jean Hugo de dessiner les costumes de son spectacle Les Mariés de la Tour Eiffel. Pour l'exposition au musée Paul Valéry à Sète, là, on est vraiment sur un parcours qui vont vraiment explorer le cheminement de l'artiste vers des paysages un peu oscillant entre réalité et imaginaire, entre science du détail et naïveté, entre matérialité et spiritualité aussi. Donc l'idée, c'était de trouver une harmonie de parcours. J'ai travaillé là encore des jeux de perspective pour créer des jeux de regard entre les œuvres d'une partie à l'autre. Et pour Sète, on a travaillé des teintes beaucoup plus prononcées, des couleurs plus tranchantes et dynamiques pour apporter une vraie ambiance dans chaque partie. Et l'idée, c'est qu'on soit saisi d'une ambiance et qu'on comprenne vraiment ce que le commissaire a voulu nous transmettre comme discours, comme histoire en fait, comme récit. Mais ce que je trouve intéressant dans ces 2 expositions, c'est que, en plus de rendre compte de la diversité et de la qualité esthétique des œuvres de Jean Hugo, les commissaires, ils ont réussi à apporter une dimension humaine et sensible aux propos. Dans le sens où le parcours de vie de cet artiste, j'ai le sentiment qu'il aborde des questions plus larges sur le poids de l'héritage familial, sur le fait de s'affranchir du chemin professionnel qui lui était destiné et comment il a réussi à suivre son propre chemin sans chercher à rentrer dans une case. Du coup, je trouve que c'est vraiment toute cette dimension humaine de l'artiste
qui rend son parcours très inspirant dans la façon de travailler dans l'espace et d'en rendre compte aux visiteurs dans l'espace, toute cette dimension sensible du personnage. Et ouais, moi j'aurais vraiment été très contente de le rencontrer. C'est toujours une chance de rencontrer les artistes. Et c'est vrai que ça aurait fait partie des artistes que j'aurais aimé rencontrer parce qu'il y a vraiment un côté très attachant, oui. C'était un artiste plein de poésie, plein d'imagination fabuleuse. Et aussi l'élégance dans tout ce qui était au quotidien. Et l'esthétisme et la beauté, c'était très important. Il fallait que tout soit beau et esthétique, mais dans une grande simplicité. Et par exemple, il s'habillait avec un nœud papillon, une veste en velours et de jolies chaussures le soir pour dîner. Mais il nous a inculqué une élégance morale aussi. Le comportement envers les uns et les autres, très important. Toujours rester élégant et poli, une grande politesse. Ça a été cette grande éducation qu'il nous a inculquée. Il avait une vie très, très réglementée. Il se levait tôt le matin. Il nous amenait à l'école. Il allait à la messe. Ensuite, il allait au marché, s'acheter des petits poissons. Et puis ensuite, il rentrait petit déjeuner. Et il partait à l'atelier pour toute la journée. Il en sortait le soir, il allait se changer. Et puis voilà, il aimait bien qu'on aille le rejoindre pour boire un verre avant dîner. Il peignait, mais bon, il peignait pas 8 heures par jour. Il peignait pendant 2 heures, ensuite il allait couper du bois, ou ensuite il allait lire ou écrire. Il retournait à son chevalet après. C'était comme une vie de moine un peu. C'est un écologiste avant l'heure, en effet. Il y a dans la peinture de Jean Hugo cette idée que l'homme peut vivre en symbiose avec la nature, c'est ce qu'il faisait lui-même à Fourques, mais l'idée aussi que l'homme est aussi destructeur de la nature s'il ne considère plus la nature que comme un moyen et non plus comme un lieu de contemplation en fait. Donc il y a ce discours-là qui est un discours politique qui ne paraît pas comme ça au premier plan mais qui est bien présent, qu'on retrouve aussi ici, dans cette œuvre, dans un cadre qui est le cadre d'une ferme, Nantes sous la pluie, qui représente des machines menaçantes, où l'agressivité de l'industrialisation se manifeste également. Donc l'écologisme, c'est un pan important finalement de la deuxième partie de la carrière de Jean Hugo, se nourrit chez lui de convictions qui tiennent à l'idée de ce qu'est la nature au fond pour lui, un ordre des choses qui est transcendant, et avec lequel l'homme doit vivre en harmonie et qui ne doit pas considérer comme un moyen pour son propre profit. Donc c'est profondément lié à ses convictions religieuses et en même temps à une idée de la place de l'homme dans le monde qui rejoint aussi la qualité première pour lui qui était celle du peintre. Le peintre est avant tout un être humble. Il y a un message dans sa peinture. Jean-Baptiste Hugo. Pourquoi peignait-il continuellement? Il revenait donc à la nature, et cette vision très personnelle qu'il avait de la nature. En fait, c'est comme un sacerdoce. Ce message, il voulait le transmettre. Et la force qu'il a mise dans ses œuvres, dans ses tableaux, il voulait qu'elle puisse convaincre les gens, puisqu'il voulait changer le monde, certainement. Il a très tôt compris les dangers de notre dépendance aux hydrocarbures. Le pétrole, il avait horreur du pétrole. Il avait compris qu'on prenait une voie très, très dangereuse. Et nous avons été aveuglés par le progrès, par le capitalisme, l'abondance, c'était le rêve. Et puis le rêve nous tourne au cauchemar maintenant. Et il avait senti ça. Quand il s'est installé ici au Mas de Fourques en 1930, ce qu'il a fait, c'est tout ce dont nous parlons maintenant. C'est-à-dire les circuits courts, il a donc fait le potager, il a mis des ruches, il faisait le vin, il faisait son muscat, donc c'était l'autarcie. Il fallait essayer de produire le plus possible autour de soi, et c'est exactement ce que maintenant nous voyons qu'il faut faire. Donc je crois que c'est vraiment le message très fort de sa peinture, c'est cette vision harmonieuse
de l'être humain avec la nature. Et il y a très très peu de tableaux où il n'y ait pas les hommes et les femmes dans la nature, au travail, avec la terre, avec la nature, quoi. C'est cette harmonie-là. Et c'est ce qu'il a peint toute sa vie. J'ai toujours eu énormément d'admiration pour papa et j'étais très très proche de lui. Et j'ai toujours essayé de faire sa promotion, mais très animée par le fait que lui ne l'avait jamais fait. Il était la personne la plus désintéressée au monde. Et donc maintenant, c'est vraiment le moment pour rattraper tout ce que notre père n'a pas fait pour sa gloire. Je suis très heureuse parce que il y a très longtemps que j'espérais une belle exposition comme ça pour papa. Par son travail, par sa peinture, il a fait le bien en faisant des choses qui étaient belles et qui faisaient du bien aux gens. Et je trouve ça formidable. Et c'est vrai, j'invite les personnes à venir voir son exposition entre amis, entre familles ou seuls, parce que de voir ces tableaux, de les regarder, cela fait un bien immense. Et je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. C'était l'épisode 58 du Sens de la visite. Le monde selon Jean Hugo. Un grand merci à toutes les personnes qui ont témoigné à ce micro et à vous qui venez de les écouter. Si vous souhaitez poursuivre l'écoute du podcast en visitant les 2 expositions Jean Hugo, le regard magique à Montpellier et Entre ciel et terre à Sète, nous vous mettons en descriptif de cet épisode toutes les informations qui seront utiles à votre curiosité. Attention, l'exposition à Montpellier ferme ses portes le 13 octobre, celle de Sète le 3 novembre. À noter qu'au premier étage de l'exposition du musée Fabre sont exposées les œuvres et les créations de 4 des enfants de Jean Hugo, Léopoldine, Jean-Baptiste, Marie et Adèle. Nous espérons sincèrement que le sujet de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le relayer. D'ici là, on vous prépare déjà de nouvelles histoires de l'art.